Donc vous allez nous parler avec Pascal Manot, de l'association Parmi Vie et Patrimoine, des ruines en reconstruction embellissement, l'abbaye de Murau, donc au XVIIe et XVIIIe siècle. Vous avez la parole. Merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Ça va? Oui. Bon, voilà. Alors, mesdames et messieurs, nous allons faire une intervention tout de suite. Et pour l'intervention que nous nous proposons de faire, Pascal et moi, devant vous aujourd'hui, nous nous sommes lancés une sorte de défi. Ce défi, c'est vous faire pénétrer dans l'abbaye de Murau, donc il reste la porterie, mais c'est tout. Il y avait beaucoup plus, bien sûr, avant, comme si elle était toujours entièrement debout, et que nous soyons chargés de vous la faire visiter. Voilà, nous sommes guides conférenciers, on vous emmène dans l'abbaye de Murau. Et de vous expliquer son évolution, tout au moins pour ce qu'on arrive à en tirer, d'après les archives, ses embellissements, surtout au XVIIe et XVIIIe siècle. Paris rêvé, mais Paris risqué. Vous allez peut-être trouver que Paris était trop risqué. Mais si les bâtiments ont disparu, il nous reste par chance un énorme fonds d'archives, des comptes, le texte de nombreux marchés dont Noémie a parlé, des marchés de travaux, surtout pour les XVIIe et XVIIIe siècles. Et puis il reste aussi l'inventaire de ce fonds d'archives qui est aux Archives des Vosges, par un archiviste qui s'appelait André Philippe, et qui a fait un travail remarquable d'analyse, même de certains comptes difficiles à lire. Donc merci André Philippe pour ce que vous aviez fait dans l'entre-deux-guerres. Et il faut ajouter que notre pari a été grandement facilité par la restitution, l'axonométrie de l'abbaye de Murau, c'est-à-dire une sorte de restitution de vue cavalière de ce qu'elle pouvait être à partir des documents d'archives dont je viens de parler, et qui a été faite par M. Jean Corroy, qui est ici présent. On le salue et on le remercie, Pascal et moi, parce que la communication que nous allons vous faire, elle lui doit les trois quarts. Bon. Et qu'il en soit remercié. Et pour l'évocation de l'Église, nous nous sommes en partie référés aux recherches de Pierre Sesma, qui est là, lui aussi présent. Merci. Nos remerciements vont aussi à Hubert Flammarion, qui n'est pas là aujourd'hui, mais il a beaucoup travaillé, il m'a beaucoup aidé sur la présentation du PowerPoint. En coloriant, vous verrez certains espaces des toits, parce qu'il manie très bien l'informatique. Et il perpétue ainsi les liens ancestraux qu'il y a entre Morimont et Murau. Et puis merci aussi à l'association Vie et Patrimoine qui nous a prêté des clichés d'archives qu'elle adore. Et puis Pascal et moi, on remercie aussi nos époux respectifs parce qu'ils nous ont aidés dans cette préparation. Mais avant d'évoquer rapidement le sujet, l'abbaye au XVIIIe, il faut peut-être quand même faire un cours historique puisqu'il n'y aura pas d'autres communications sur l'histoire de l'abbaye que par nous. C'est une situation, Murau a une situation géographique bien particulière, on vous l'a déjà un peu évoqué. Elle est sise en Champagne, au Royaume de France, mais elle est aux confins de la Lorraine. Elle a une double appartenance, en quelque sorte. Elle relève pour les affaires civiles de la province de Champagne et du bailliage et présidial de Chaumont. Ça a été dit précédemment. Et cet ancrage, et puis pour les affaires religieuses, elle relève du diocèse de Toul et du doyenné de Neufchâteau. Donc cet ancrage religieux lorrain, j'insiste, lorrain, ne fera que se renforcer quand en 1621, l'abbaye adoptera en quelque sorte la réforme dite de l'antique rigueur, c'est-à-dire elle reviendra aux origines, dont la circarie lorraine, c'est-à-dire la province Prémontré-Lorraine, qui correspond à peu près à nos 4 départements lorrains, et va devenir la terre d'élection avec pas moins de 22 abbayes et prieurés qui vont s'y rattacher. Cette situation géographique a été particulièrement critique lors des affrontements des guerres des 14e, 15e siècles, et puis plus tard, surtout bien sûr, avec la guerre de 30 ans, l'éternelle guerre de 30 ans.
Mais, comme un phénix, elle réussit toujours à renaître de ses cendres, vidée de ses cendres avant son arrêt de mort de 1790. Bon, vidée de ses religieux, dépecée, en partie démolie, un véritable acharnement destructeur. La ferme une partie de la ferme a perduré jusqu'aux années 80 et elle a encore été démolie. Et pourtant mutilée, toujours debout, la porterie, et on peut dire qu'il y a eu un véritable miracle, à mon avis, c'est que les sauveteurs de Pargny Vie et Patrimoine sont arrivés et ils ont lancé un ultime défi, on peut dire, à la fatalité et à l'indifférence. Alors, c'est une fondation du XIIe, 1149, est-il dit officiellement, par des prémontrés de cette fontaine, l'abbaye voisine, mais elle est sans doute un peu antérieure. C'est ce que M. Paris, qui était professeur à l'université, m'avait fait remarquer quand j'avais fait mon mémoire, en me disant « Attention, il y a une date officielle, mais parfois il y a eu quelques religieux, 2, 3, qui sont venus avant, ce qui pourrait expliquer pour l'église l'oratoire, peut-être un petit oratoire qui aurait précédé l'église construite probablement en pierre. » En 1157, Hugues de la Fauche leur concède une carrière qui dut leur permettre d'édifier les bâtiments de pierre, la carrière dont vous avez parlé tout à l'heure, proche de l'église, et sans doute, bien sûr, de construire une première église, romane. Mais avant de relater les grandes phases de l'histoire, il faut un petit peu parler de l'ordre de Prémontré. On vous a distribué, parce qu'on a tellement de choses à dire, on vous a distribué une chronologie et une vie de Norbert. On en a encore, elle sera à votre disposition. Le fondateur de l'ordre des Prémontrés, c'est Norbert de Xanten. Il est moins connu que Bernard de Clairvaux ou que François d'Assise. Et pourtant, l'histoire de Saint-Norbert participe de ce mouvement de réveil religieux dans le cadre de ce qu'on appelait la réforme grégorienne, je ne veux pas être trop compliqué avec ça, du nom du pape Grégoire VII, qui couvre une réforme qui couvre le 11e et le 12e. Pourquoi? Parce qu'on cherche à retrouver une église qui soit plus soucieuse de l'instruction religieuse des fidèles, qui soit moins inféodée aux laïcs, un clergé qui ne monnaie pas les sacrements et les fonctions d'église. Et cette réforme coïncide avec la fondation aussi d'ordres nouveaux, les chartreux, les cisterciens par exemple, qui recherchent cette trilogie qu'on retrouve toujours, pauvreté, austérité et solitude. Bon, d'où le fait que les abbayes étaient installées assez loin du village. Alors, on peut dire que Norbert et ses compagnons, puisqu'il en a eu au début, s'inscrivent dans ce mouvement, mais ce ne sont pas des moines, on l'a dit plusieurs fois, ce sont des chanoines réguliers. Ils vivent en communauté et ils sont voués au service sacerdotal, c'est-à-dire qu'ils desservent des cures, ils prêchent, ils font de l'apostolat et ils développent beaucoup aussi le culte marial. Presque toutes les églises prémontrées sont vouées à la Vierge. Donc le document qui vous a été distribué vous l'explique. Alors les grandes phases de l'histoire de Murau, bon, revenons à cela, le sujet qui nous intéresse de plus près, on peut distinguer à peu près 5 phases dans l'histoire du Murau, sur plus de 6 siècles d'existence. Il faut dire qu'en une demi-heure, résumer 6 siècles, je vais autant vous dire que c'est une épreuve de force. Hein. Alors, au XIIe et XIIIe, on peut parler de la fondation à l'expansion, expansion du domaine foncier, je pense que Jean-Paul vous en parlera, grâce au seigneur de Bourg-les-Monts, sans oublier bien sûr une quantité de petits seigneurs locaux, de Pargny, de La Fauche, de Renel, bon, j'ai écourté la liste, et en parallèle, bien sûr, elle reçoit la fondation de Cure. Alors évidemment, la carte n'est peut-être pas très nette. Ce sont, là, vous avez des points rouges, vous voyez, c'est partout où l'abbaye avait des propriétés, et il y a des petits carrés qui indiquent les cures qui étaient desservies, mais évidemment, c'est un petit peu petit pour... Alors, les seigneurs de Bourg-les-Monts assurent la garde de Murau, mais des différends surgissent assez rapidement, et les religieux se sont tournés vers la protection directe du roi de France, abbaye royale directe du roi de France. Et par ailleurs, les ducs de Lorraine ont prêté leur concours à l'abbaye, eu égard à son appartenance à ce qu'on appelle la Circarie-Lorraine, ce qui vous a été montré tout à l'heure, c'est-à-dire la province prémontrée qui correspond à peu près à nos 4 départements lorrains. Ensuite, autre épisode, au XIVe et XVe siècle,
2 siècles de guerre, de troubles, qui font que l'abbaye est plusieurs fois pillée. Bon, il y a eu des histoires de traces d'incendie, etc. On peut penser que ça peut être lié, malgré des éléments de fortification, dont une tour de guet. Il y avait une tour de guet, on vous en a parlé, qui a été construite avec l'autorisation du roi de France, qui sera démolie plus tard. Enfin, elle avait été construite en 1390. Mais bien sûr, la vie régulière décline, et il y a même des moments où il n'y a plus de religieux à l'abbaye. L'abbaye est quasi abandonnée. Et puis, au XVIe siècle, on arrive du déclin, on passe à un certain redressement. Pourquoi? Bien parce qu'il y a plusieurs phases. Parce que d'abord est introduite ce qu'on appelle la commande, c'est un peu compliqué dans les maisons religieuses, c'est-à-dire qu'au Concordat de Bologne, l'abbé n'est plus élu librement par les religieux, mais il est nommé par le roi. Si bien que les abbés nommés ne pensent qu'à une chose, les abbés commendataires, comme on dit, ils sont guidés par seulement leur intérêt, et ils pillent littéralement les quelques revenus de l'abbaye, et les religieux n'ont plus de quoi vivre véritablement bien, véritablement la règle. Donc c'est la commande. Mais le Concile de Trente, après 1545-1563, a assuré la reprise en main de toutes ces dérives, et les abbayes prémontrées, Lorraine, donc n'y avaient pas échappé. Et puis, alors, en 1583, la chance de Murau, c'est la nomination comme abbé, quand même commendataire, mais un abbé commendataire sérieux, presque en ruine, l'abbaye d'Éric de Lorraine, dont vous avez deux portraits sur la gauche ici. Alors, bon, là, Éric de Lorraine, en prière sur Éric, là. Et donc Éric de Lorraine, neveu du duc Charles III, donc très proche de la maison de Lorraine, il a entrepris le redressement matériel de Murau, la reconstruction du moulin, la récupération de Gagnage qui était loué, donc les gens s'étaient emparés, et puis la construction de forges et de fourneaux. Et c'était le préalable indispensable à la reprise d'une vie régulière. Autre étape, tout début du XVIIe, 1605, c'est une date décisive pour l'abbaye de Murau, c'est la séparation des manses. Noémie, c'est pas Noémie qui en a parlé, c'est... Oui. Séparation des manses, pas tout à fait à part égale, le tiers des revenus est désormais assuré à la manse conventuelle, c'est-à-dire aux chanoines, aux religieux, avec partage des obligations avec l'abbé. Ça fera des procès incroyables qui nourrissent les archives. Hein. Et la réparation des bâtiments revenant cependant aux religieux. Mais ces réparations se sont avérées très lourdes et quasi insupportables. Et puis alors, août 1621, c'était l'objet de mon mémoire de maîtrise, l'introduction de la réforme, qui a été initiée par un religieux qui ne devait pas être très commode, c'est Servet des Ruelles. Son oncle était prémontré à Verdun, et Servet des Ruelles a, si vous voulez, initié la réforme autour de Pont-à-Mousson, parce qu'il n'y avait pas de lien comme chez les cisterciens, je dis bien, et les religieux de la commune observance, c'est-à-dire ceux qui étaient avant, acceptent de quitter l'abbaye. Il y a d'ailleurs dans les archives des choses très savoureuses là-dessus, parce qu'ils disent oh, c'est humide et puis il faut se relever la nuit, alors l'église de Murau elle est humide et c'est pas très agréable. Pas très agréable. Et ils quittent les lieux, ils cèdent de leur plein gré aux frères de l'antique rigueur, ça veut dire du retour à la règle. Et bien sûr, alors là, problème, 1635, on entre dans la guerre de 30 ans, l'abbaye doit être gardée à partir de la tour, qui était la tour abbatiale. En 1636, les Suédois sont à Neufchâteau, la maison de la rue Verdunoise est entièrement détruite, les biens aux alentours souffrent, notamment les fermes, avec des passages incessants de trous de toutes sortes. Donc la maison de Neufchâteau est ruinée et l'abbaye elle-même est victime de dégradation et de ruine. Mais 17e et 18e siècle, dernière et 5e période, c'est la véritable renaissance, comme dans toutes les abbayes lorraines, c'est l'apogée du 18e siècle, et comme un certain calme est revenu, la communauté effectue les premières réparations, qu'on pourrait dire emblématiques, je n'ai pas beaucoup de mots parce qu'il est beaucoup galvaudé, mais enfin c'est ça, en 1668, en commençant par le toit de l'église et du cloître,
réduire l'humidité récurrente de l'église. Et dans une requête en 1680, le prieur rappelle, je le cite, le prieur de l'époque, que plusieurs bâtiments réguliers ayant été ruinés par le malheur des guerres et une partie des autres menacent en ruine. Donc progressivement, ils vont reprendre les bâtiments et les restaurer. Alors, désormais, donc, pour penser toutes ces plaies, ces destructions, les travaux ne vont pas cesser pendant pratiquement la deuxième moitié du XVIIe et tout au long du XVIIIe. Ils vont progressivement remplacer les bâtiments anciens, mais pas à fundamentis, c'est-à-dire pas en les démolissant complètement. Ils vont rester sur les mêmes plans et puis ils vont remonter ça, ils vont le réaménager. Réaménagement progressif des bâtiments anciens. Et puis surtout des embellissements. Alors on trouve souvent dans le goût moderne, comme il est dit dans les documents d'archives, c'est l'expression de l'époque, la recherche d'un certain confort, ça n'est plus du tout, vous verrez, l'inconfort des débuts, et selon l'expression de l'époque, donc c'est des changements, et des changements auxquels procèdent toutes les abbayes prémontrées. Alors venons-en maintenant, on peut passer à la suivante, merci. Venons-en maintenant à la visite imaginaire. Transportez-vous en 1789, on vous fait visiter l'abbaye. Mais pour qui arrive à l'abbaye, qu'il soit un étranger ou bien un familier du lieu, il découvre une longue façade de 1716, que voilà là, qui est décrite dans les devis. Elle a près de 80 mètres de long, elle est ponctuée de 3 pavillons. Et de 3 pavillons, les latéraux sont en saillie d'1,20 m à peu près, un à chaque extrémité, et au centre, une belle porterie, celle qui subsiste aujourd'hui. Elle est de facture classique, je ne veux pas aller trop, elle a un pignon triangulaire, une porte à 2 battants, j'ai fait vérifier par les gendarmes, ils m'ont dit oui, à 2 battants, et elle est fermée la nuit probablement, et elle fait de l'ensemble des bâtiments un espace clos et sécurisé. Nous pénétrons dans l'abbaye par cette belle porterie de 12,50 m de façade. Elle a un étage, au rez-de-chaussée nous empruntons un passage voûté de plus de 3 mètres en plein cintre qui va déboucher sur la cour. Et regardez, le père prieur nous accueille. Le père Giussami est là, il vient à notre rencontre dans son grand habit de chanoine blanc et il va nous guider, il va nous ouvrir les portes et il va un peu nous introduire partout dans l'abbaye. Entre les pavillons, pardon, non, encore avant, oui, revenons à première. Entre les pavillons au rez-de-chaussée, entre les pavillons, vous avez un étage en attique qui abrite vacherie et écurie. On a parlé des chevaux, mais il y avait aussi probablement des vaches. Alors, la grande cour, nous pénétrons dans la grande cour, la voilà. Elle a 75 mètres de longueur, 52 de profondeur, donc elle est très grande. Elle est ouverte à tout le monde. C'est un lieu de passage, des bêtes, des gens, on imagine un petit peu ça, de tous les occupants, laïcs, religieux. C'est là où arrivent les chariots, les charrettes, c'est l'entrée unique, où vont et viennent les valets, les servantes, les étrangers, les visiteurs de passage. C'est, on peut dire, le cœur battant de la vie domestique. Et au fond, d'ailleurs, les chanoines se plaignaient qu'il y avait trop de bruit dans la cour, que les valets et les servantes se récriaient et que ça les gênait dans leur méditation. Au fond de la cour se dresse le principal corps de bâtiment, dans lequel nous pénétrerons après avoir découvert les 2 ailes du midi et du nord. Celle du midi est un bâtiment de 6 mètres de profondeur. Voilà, oui, merci. Donc voilà la grande cour, voilà les 2 ailes du midi, ailes du nord. Voilà ce qui pouvait en rester vers les années 1900, vous voyez, et notamment ces avancées que M. Corbeau a très bien restituées dans sa maquette, et qui servaient notamment au logis des servantes et au logis de ferme. Et au nord, il y avait des caves aussi qui étaient situées au nord. Alors, celle du midi, elle sert de grange, elle abrite la grange, elle abrite le pressoir,
Il y a un mur, un comble en appentis. Et puis, alors, regardez bien, voilà ce qui subsistait de la porterie encore vers 1900 et des bâtiments de ferme. Dans la cour, la suivante, s'il vous plaît. Oui, voilà. Alors, dans la cour, qui sont invisibles à nos yeux, il y a un cours, des espaces hydrographiques remarquables. Donc, vous avez ici la Glu qui canalise les eaux du ruisseau de Murau. Vous voyez qu'il est très haut, pratiquement quelqu'un d'1,65 m, 1,60 m peut y tenir debout. Et des tuyaux de bois. Vous avez là un document que j'ai trouvé par ailleurs, qui n'est pas de Murau, mais enfin où on voit la fabrication de tuyaux de bois tels qu'ils ont été faits. Et ils amènent l'eau de la source qui est de la Gironde au nord, mais aussi l'eau potable qui va vers la maison, le bassin du jardin, la buanderie, les cuisines, comme ça existait dans toutes les abbayes. Et hier, dans nos promenades, les géologues nous ont expliqué toutes ces sources qui descendaient. Murau était alimentée par plusieurs sources. Bon, traversant cette cour, comme mentionné, la suivante, se dresse le principal corps de bâtiment, que voilà, ici. Ce principal corps de bâtiment, 41 mètres de long, 8 mètres 60 de profondeur, il est réservé aux chanoines, c'est leur espace de vie, et il a une belle porterie au milieu qui a été souvent confondue par des gens qui faisaient des visites avec la porterie actuelle. En fait, il y a la porterie du devant, et puis la belle porte qui était dans le bâtiment des chanoines. Sur le même alignement, vous avez, là encore on doit, monsieur Cournois, merci, on a la façade de l'église, donc le bâtiment des chanoines, et vous avez deux petits bâtiments dans lesquels nous avons pénétré, et notamment ici, la bibliothèque. Alors ce portail d'église, je ne veux pas dire tout ce que Pascal va dire, il a été reconstruit en 1732-35. On pense qu'il a été influencé par l'architecte prémontré, le frère Nicolas Pierson, qui a beaucoup travaillé dans les abbayes prémontrées. C'est attesté par un comte, ainsi que la présence d'un certain Malbert de Rangéval. Et c'est bien tombé parce que c'est là qu'habitait le frère Pierson. Bon, mais laissons notre visite de la cour pour un peu plus tard et pénétrons, là c'est une évocation d'un père qui n'est pas très commode non plus, hein. Pénétrons dans l'espace, n'entrons pas dans la cour de cuisine ici, et allons dans le grand bâtiment. Donc une belle porte à 2 colonnes qui ouvre sur un vestibule. Alors au rez-de-chaussée, voûtée d'arêtes, il y a la procure et une salle destinée à recevoir des visiteurs, une pièce qui a été réaménagée en 1769 et qui se trouve par là. Belle cheminée, lucarne à la française, une architecture très soignée. Nous traversons le vestibule pour ensuite pénétrer au cloître. À l'époque, on parlait des cloîtres. Il est constitué, la suivante s'il vous plaît, il est constitué de 3 galeries. Alors, voilà, de 3 galeries. Ici, pour vous évoquer comment ça pouvait être, celui de Rangéval, qui subsiste aujourd'hui, et celui de l'abbaye de Corneux, pour vous donner une petite idée, et peut-être aussi influencé par, là, vous avez un portrait du frère Nicolas Pierson. Ça a lié l'élégance, bon. Donc, ce cloître, il a été mis bas en 1718. Il a été reconstruit à la mode du 18e. Nous en avons une description très détaillée avec les canons d'architecture de l'époque et avec son jardin de fleurs au milieu, tous les cloîtres avaient. Le cloître, il peut être considéré quand même comme le cœur même de l'abbaye. C'est un lieu de passage, un lieu de méditation. C'est le signe par excellence de la vie communautaire, mais il est réservé aux chanoines. Alors, par un corridor derrière le cloître, alors là nous avons beaucoup peiné, Pascal et moi, sur ces deux vies, parce que ce n'est pas toujours très clair. Donc nous entrons par un corridor dans l'aile du bâtiment qui est dit bâtiment des eaux. La suivante, merci.
Le bâtiment des autres, voilà. Ne tenez pas compte de ça, c'est un coloriage par erreur, c'était une sorte de hangar. C'est ce qu'on appelle la cour des cuisines. Alors là, le bâtiment des autres n'est pas dévolu aux seuls autres. Au rez-de-chaussée, vous avez un réfectoire d'hiver, une cuisine et ses dépendances. Alors, ce réfectoire d'hiver, il est doté d'une belle cheminée. Ça, ça ne vient pas de l'abbaye de Muro, hein, je vous le dis tout de suite, c'est juste pour évoquer, avec cheminée à la mode, et il est dit dans le meilleur goût. On ne peut s'empêcher de sourire, hein, parce que les chaumières à Pagny, il ne devait pas y avoir de cheminée dans le meilleur goût. Et ce corridor mène à, donc, un corridor au rez-de-chaussée, à deux escaliers. Le plus grand donne accès au bout du couloir au bâtiment, à droite, et il dessert donc à la fois le bâtiment des autres et ce qu'on va voir après, c'est-à-dire le bâtiment des chanoines, qui est strictement réservé aux chanoines. Le bâtiment des autres, c'est pas la même chose. Le bâtiment des chanoines, derrière, au fond, on l'appelle le dortoir neuf. Vous avez là, dans ce bâtiment, un couloir qui ouvre d'un côté sur le cloître et de l'autre côté sur la cour des cuisines. Parce que si les autres ne sont pas des religieux, on les fait probablement, on les loge probablement là. Ils n'ont pas la vue sur l'espace claustral, tandis que si on les loge, parce qu'il passait des frères d'autres abbayes, il passait des étudiants, etc., on les fait loger du côté du cloître, eux. Alors, notre visite la prochaine, vous aviez un escalier de Pont-à-Mousson. Bon, notre visite s'achève par le bâtiment qu'on appelle du dortoir neuf. Ce bâtiment du dortoir neuf, il abrite les chambres des chanoines. Alors, on a monté l'escalier, nous sommes dans le couloir qui dessert les chambres. Alors c'est fini, les frères ne dorment plus tous ensemble dans un grand dortoir, ils ont des petites cellules. On a même la description du mobilier qui a été refait. Et donc, dans cette aile, des petites cellules individuelles à l'étage, mais des grandes fenêtres qui ont été ménagées et qui donnent sur le jardin. Donc ça ne peut pas être désagréable d'être chanoine de Muro, hein, je pense. Et ça ne devait pas manquer d'agrément parce que ça donnait sur un jardin, un très beau jardin qu'on a en description. Et puis il y a les commodités à l'étage, je passe rapidement, le chauffoir, l'infirmerie et le fournil dans un pavillon contigu. Le rez-de-chaussée, il est occupé par, vous voyez, on est contre l'église, on va parler de Pascal. Le rez-de-chaussée est occupé par la sacristie, bien sûr, la salle du chapitre, comme dans toutes les abbayes, hein, le grand réfectoire d'été, parce que j'ai oublié de vous dire que dans le bâtiment des hôtes ici, il y a en bas aménagé une salle à manger d'hiver, les cuisines et une petite salle à manger d'hiver avec des boiseries qui sont détaillées, qui sont expliquées. Et quelques espaces utilitaires. Mais maintenant, il nous importe de nous rendre à l'église. Alors, je sais la place, hein, c'est juste... Donc, nous nous trouvons devant l'église Notre-Dame du Muro, lieu le plus important de l'abbaye. Orientée vers l'est, vers le village de Pagny, elle a conservé son origine romane du XIIe siècle. Regardons son portail. Ce portail mesure 12,52 m de hauteur, jusqu'à pratiquement 14 mètres de largeur. Il a été remanié en 1735, alors par l'architecte, c'est noté dans les archives, par l'architecte Antoine Albert de Rangéval, dans le but d'apporter symétrie et harmonie entre tous les bâtiments qui constituent la longue façade d'entrée des lieux claustraux. Donc le bas de ce portail, alors j'ai oublié de vous dire que par portail, à partir du XVIIe siècle, on entend tous les éléments qui constituent la façade d'un édifice. Donc ici, le bas, il est de l'ordre ionique, avec deux colonnes isolées, une architrave et d'une architrave et d'une corniche. Le haut est de l'ordre corinthien, avec ses 4 colonnes, 2 niches au milieu, et comme on l'a vu précédemment, cette fois sans niche, ce qui était très courant à l'époque. Au centre, son vitrail, qui va
va éclairer la nef. Au-dessus, un entablement, puis un fronton dont le tympan est orné d'une gloire avec tête de chérubin. Ici, c'est une photo de l'église, de la gloire de l'église Saint-Nicolas de Sarreguemines, et ici, la tête de chérubin de Muro, qui appartiennent à l'abbaye de Muro. Merci. Poussons maintenant la lourde porte qui nous permet d'accéder à la nef. Cette lourde porte en chêne a été fabriquée en 1735 par le menuisier Antoine Prignot demeurant à Pargny. Elle est, je crois que c'est la porte d'avant, pardon, celle d'avant. Voilà, pardon, excusez-moi, c'est celle-ci. Donc elle est à 2 battants de 3,50 m de hauteur sous une corniche et une imposte cintrée. Elle est ornée de sculptures et de festons. Descendons donc maintenant les 2 marches qui nous permettent de pénétrer dans la nef. Au mur, adossé au mur du portail, nous pouvons admirer l'orgue acheté en 1704 au célèbre facteur d'orgue de Langres, Jean Treuillot, pour la somme de 1000 livres, c'est dans les comptes des archives. Et donc Jean Treuillot qui vit à Langres mais qui est d'origine mercurcienne. Nous descendons maintenant les 2 marches qui nous permettent d'entrer dans la nef. Donc d'un seul regard, nous pouvons remarquer, et là je cite l'architecte François-Nicolas Lancret, la nef, le chœur et le milieu de la croisée, la nef, le chœur, le milieu de la croisée, ne font qu'un seul berceau voûté en ogive, dont les arcs doubleaux reposent au-dessus de colonnes portées par des saillies au niveau des impostes des arcades de la nef. Ce que nous appelons aujourd'hui ogives sont plus exactement des arcs brisés datant de la construction du XIIe siècle, période charnière entre les styles roman et gothique dans notre région. Cette nef mesure à peu près 31 mètres de long sur 6,80 mètres de large. Elle est composée de 6 travaux. Elle est éclairée par le vitrail du portail et par les vitraux de ses collatéraux, à savoir 5 vitraux au nord, 4 au sud. Ces vitraux ont été agrandis vers 1770 pour apporter plus de lumière à l'ensemble. Ils mesurent 1,60 m de large sur quasiment 3 mètres de hauteur. Par contre, cet agrandissement a certainement fait disparaître les baies primitives et leur remplage gothique en pierre, pour être remplacés par de simples vitraux cintrés, garnis de carreaux de verre blanc montés au plomb. Les collatéraux sont assez étroits et ils sont voûtés comme la nef. Je ne m'attendrai pas sur la description des voûtes quand même. Ces collatéraux sont terminés. La diapo suivante, s'il vous plaît. Après. Non, c'était avant, excusez-moi, il n'y a pas d'avance. Moi, je l'avais numéroté 14, c'est celle d'avant. Non, mais il n'en manque plus. Non. Alors, c'est celle-ci. Ah ben, excusez-moi. Donc, je m'excuse, je reprends. Les collatéraux se terminent contre le transept au niveau du transept, par 2 chapelles. Alors, celle-ci se trouve à Trampeau. Assurer qu'elles proviennent de Muro, c'est pas évident. Mais par contre, elles ont une mesure et un descriptif architectural qui pourrait correspondre aux 2 autels qui étaient à l'extrémité des collatéraux contre le transept. Ce transept est aussi fermé le long du chœur par des grilles en fer. Si vous pouvez revenir à la couche longitudinale. Voilà, ici. Donc, on a vu 6 travées pour la nef, 2 travées pour le chœur. Vous pouvez noter tout de suite que le chœur se trouve entre le sanctuaire et la nef, et séparé par le transept qu'on appelle la croisée. Donc, le chœur est isolé de cette nef par cette grande porte. Si vous pouvez revenir à la diapo où il y a la porte de l'église de Beaucouleurs, voilà.
Ce chœur est isolé de la nef par une grande porte forgée en 1708 par Gilbert Étienne, serrurier de Commercy. De 2,60 m de haut, entourée de ses pilastres, elle est ornée d'une frise et couronnée d'un motif fleuron avec ses ornements. Alors ici, bien sûr, on ne sait pas où se trouve cette porte, ni cette grille. Mais par contre, l'église de Vaucouleurs comporte une très belle porte qui, pour séparer le chœur du restant de l'église, j'ai trouvé judicieux de vous la montrer pour expliquer l'ensemble de cette sécurité. Donc, déverrouillons cette porte pour entrer dans le chœur, où 2 rangées de stalles, joliment sculptées, sont occupées par les chanoines lors des offices. Ce chœur, long de 11 mètres, est composé de 2 travées semblables à celles de la nef, et il est fermé par un lambris de bois de chêne sur 4 mètres de hauteur. Traversons le chœur, nous voici dans le transept que nous appelons donc la croisée. Au même niveau que le chœur, est de même largeur, il mesure 29,60 m de long. Ses bras sont moins élevés, vous pouvez le voir ici, sont moins élevés que la nef, et se terminent par un mur pignon, dont est voûté en ogive. À l'extrémité nord, ici, il y a une chapelle au bout de ce bras qui est éclairée par 3 vitraux et un grand vitrail rond au-dessus. Je tourne la page. À l'extrémité sud se trouve la porte qui mène à la sacristie et l'escalier avec sa belle rampe en fer forgé qui permet aux chanoines d'accéder à l'église depuis leur dortoir pour les offices des vigiles au milieu de la nuit. À l'est, de chaque côté du sanctuaire, nous pouvons voir une sorte de galerie surélevée d'une marche où se trouvent 3 chapelles voûtées en arête plein cintre et éclairées par 3 vitraux. Pardon. On ne peut pas parler d'absidiole puisque ces chapelles se terminent carrément, donc par des murs rectilignes. Revenons au milieu de la croisée. Le milieu de la croisée, sa hauteur est identique à celle de la nef. Il supporte en son centre la tour du clocher, qui mesure 4,20 m de côté. À l'est, dans le mur pignon, sous la voûte, qui mène sous la voûte, il y a 3 vitraux qui éclairent la croisée, le chœur et le restant de la nef. Le clocher, bien sûr, est couvert en ardoise. Ses abassons saillants abritent les 6 cloches de l'abbaye, dont on peut remarquer que seulement le timbre de 4 cloches sert à l'horloge qui, elle, n'a pas de cadran. Chez les chanoines, c'était le son qui les appelait aux offices et aux travaux et non pas les cadrans des horloges, comme on pourrait l'utiliser aujourd'hui. Sa flèche est octogonale, surmontée d'une haute croix de fer peinte en noir pour porter un coq doré à leur fin. Avant d'accéder au sanctuaire, nous pouvons nous arrêter un moment sur le sol de cet ensemble, la nef, la croisée et le chœur. En effet, d'après les archives, on est en 1780, il y a quelques années, on peut dire que le dallage, les anciens pavés dont Noémie vous a parlé, ont été recouverts d'un dallage à cabochon de marbre noir, typique du XVIIe siècle. Alors, pour correspondre au goût de l'époque, mais peut-être aussi pour être en correspondance avec le dallage du sanctuaire qui, lui, a été posé antérieurement. Montons les 3 marches de pierre qui mènent au sanctuaire. Il est long de 10,70 m. Il est formé de 2 travées voûtées d'arêtes en ogive, plus basses que celles de la nef. J'ai fini. De chaque côté du sanctuaire, sous une arcade, les 2 marches qui conduisent aux galeries dont on a parlé, où il y a les 3 chapelles de chaque côté. Donc, le sanctuaire est éclairé de part et d'autre de l'autel par un grand vitrail de 1,80 m sur 4,50 m de haut, de même facture que les vitraux des collatéraux. Dans le mur pignon,
il y a 3 petits vitraux qui ont été rebouchés vers 1780 lors de la pose du retable. Et au-dessus, un grand vitrail rond que l'on peut appeler la rose. Ici, c'est le sanctuaire de l'église de Silvacane. Je vous dirai pourquoi je l'ai mis là tout à l'heure. Le pourtour de ce sanctuaire est revêtu d'un lambris en chêne, peint en gris, orné de panneaux avec pilastres corinthiens, corniches et ornements de sculpture, et dont les moulures sont dorées. Ce retable peut être le fruit du travail de Lambert et Gisbert Adam, sculpteur lorrain réputé, né à Nancy vers 1700, et dont la présence à Murau est attestée par les archives. Admirons de plus près son maître-autel. Donc son maître-autel est surélevé de 2 marches. Il est isolé à la romaine. D'un beau marbre gris, il est complété par un retable de même qualité, mais posé en retrait, et de toute la largeur du sanctuaire, c'est-à-dire 6,80 m. Travail du marbrier Gérard Ardin de Neufchâteau, noté dans les archives en 1780. Ces colonnes ou pilastres encadrent un très beau tableau de l'Annonciation de 1,95 m sur 2 m de haut. Je vous ai montré un tableau qui me plaisait beaucoup et qui appartient au musée des Augustins de Toulouse, qui montre bien une annonciation. Donc, ce retable est formé de sculptures et couronné par une gloire assortie de ses rayons et têtes de chérubins. Alors, avant de sortir de l'église, nous pouvons préciser qu'il n'existe pas à proprement parler d'architecture dite prémontrée. Par contre, on peut raisonnablement dire qu'à Murau, l'architecture s'est beaucoup inspirée de l'architecture cistercienne. D'autant plus que les archives confirment les bons rapports qu'entretenaient les chanoines de Murau avec les moines cisterciens de l'abbaye de Morimont, de la proche abbaye de Morimont. Et il existe bien des similitudes avec sa fille, l'abbaye de Silvacane, dans les Bouches-du-Rhône, fondée en 1144, sans oublier bien évidemment l'abbaye de Fontenay, consacrée en 1147. Les lignes pures de notre église, la richesse de ses ornements, mais surtout sa longueur de 60 mètres, montrent la puissance qu'a exercée et exerce encore aujourd'hui en 1789 notre abbaye royale Notre-Dame de Murau. Je vous remercie. Bon, je ne veux pas insister sur, je termine très rapidement sur ces 2 photos parce qu'il y en a une qui me crève le cœur. Donc vous avez à gauche, ce sont 2 objets de l'abbaye de Murau, de magnifiques objets. À gauche, une chasse limousine qui se trouve au musée de Liffol-le-Grand. Je vous invite vraiment à aller la voir. Et puis à droite, un coffre qui a été vendu, le coffre des archives de l'abbaye, qui a été vendu par un privé qui détenait en 2019. Bon, je n'insisterai pas, mais c'est triste. La suivante. Merci. Bon, mais maintenant, il nous importe de nous rendre au jardin par la porte à côté de l'église, où les servantes étendaient de linge au-dessus. Bon, nous passons sous le voûtement et nous pénétrons, je termine par là, avec le jardin, le verger, la serre, le vivier. Et vous avez ici l'éternelle carte de Cassini à laquelle nous recourons tous, qui vous présente un dessin de l'abbaye, mais c'était, il faut le dire, et un petit dessin du jardin, mais c'était des dessins conventionnels, donc on ne peut pas trop s'attacher à dire, voilà, c'était comme ça, c'était comme ça. On sait qu'il y avait un jardin potager en 4 carrés. Et on peut voir, vous voyez, le réseau hydrographique très important, les étangs, bon, et le village de Pargny ici. Et nous n'avons aucun dessin fiable du jardin, mais on en possède aux archives des Vosges 2 très beaux, je vous les montre quand même, parce que de l'abbaye de Flavémont, qui était aussi donc une abbaye prémontrée, où vous avez, voilà l'abbaye de Flavémont, voilà leur jardin potager. Alors au centre du jardin potager, il y avait un beau bassin, il y avait un vivier en dessous, parce qu'il ne faut pas oublier que les chanoines abstinence perpétuelle de viande, donc il fallait qu'ils consomment beaucoup de poissons, et puis il y avait de grands vergers, il fallait quand même vivre en autarcie et nourrir non seulement les chanoines, mais les servantes, les valets, et enfin tout le monde qui gravitait autour. Je vous remercie, excusez la rapidité du... Merci beaucoup.